Dans le podcast de cette semaine, j'échange avec Ilse Vassen, qui nous présente le concept Six Bricks, qui mobilise 6 briques Lego pour développer les fonctions exécutives, la mémoire, la concentration, la coordination, le langage, la créativité, les compétences sociales. Ilse nous partage son expertise et ses conseils. Tu es fan de Lego, alors connecte-toi. Bonne écoute! Alors bonjour Ilse. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On est en plein festival. Tu nous fais le plaisir d'être avec nous pour cette nouvelle édition. C'est un grand plaisir. Très chouette. Alors nous, on est très fans et on est totalement convaincus de l'importance du jeu dans les apprentissages. On en parle beaucoup. On a déjà parlé dans plusieurs podcasts. On en parle ici au festival. Donc moi, je suis ravie d'échanger avec toi puisque tu formes pas mal d'enseignants au concept de Six Bricks. Oui. Tu vas nous parler. Ça va être un peu ma première question, c'est de nous expliquer peut-être en quelques mots le concept Six Bricks que tu présentes. Donc, comme le mot le dit, c'est un mot en anglais, donc Six Bricks. Donc, on va utiliser 6 briques Duplo. Donc, Duplo de la marque Lego. Donc, c'est juste des briques qui sont plus grandes. On en utilise 6 de 6 couleurs différentes pour travailler plein de compétences qui peuvent être utiles à l'école. Pour être bien à l'école, on peut aussi l'utiliser pendant les cours en lien avec ce qu'on est en train de travailler ou pour faire une petite transition quand on travaille les maths et ensuite on veut passer par exemple sur le français ou autre. Mais on peut aussi très très bien l'utiliser à la maison. C'est pas que pour les enseignants, c'est aussi pour les graphothérapeutes, les orthopédagogues, etc., etc. Alors tu l'as mentionné quand tu as présenté donc le concept, tu as parlé de compétences, ça développe des compétences chez les enfants. Quelles compétences sont développées quand on manipule ces fameuses 6 briques? Oui. Alors déjà, on va manipuler, donc c'est la motricité fine, la motricité globale, la coordination œil-main, mais pas que ça. Il y a plein de fonctions exécutives qu'on peut développer, l'inhibition, la gestion du temps. Il y a vraiment plein de compétences. Après, on peut faire ça pendant les cours de maths, pendant le français. On peut faire aussi quand on va travailler la géographie. En fait, il n'y a pas de limite. Okay. Notre seule limite, c'est notre créativité. Et après, il y a plein d'activités qui existent. Mais tu peux nous en parler justement, c'est un peu ma question suivante, c'est de voir quels étaient des exemples plus concrets d'exercices ou même d'activités qu'on pouvait proposer. Alors, moi, j'aime bien commencer avec la tour la plus haute possible. Okay. Parce que déjà, ça, c'est un défi. Je donne pas plus de consignes. Il y a 6 briques. Faites la tour la plus haute possible. Et là, déjà, il y a des gens, des adultes et des enfants qui vont faire une tour en imbriquant des briques. Et là, on va pas très haut. Donc, quand je vais dire on peut encore faire plus haut, là, parfois, ils me regardent, ben non, on peut pas. Et donc, c'est là où ils se rendent compte, ah bah oui, on n'est peut-être pas obligé d'imbriquer des briques. Et en fait, c'est ça. On va donner des consignes. Donc, au début, c'est assez cadré, mais on laisse quand même un peu de place pour que l'enfant ou l'adulte va essayer de réfléchir aussi, pour essayer de résoudre des problèmes. Et ça, je trouve sympa. Donc, la tour la plus haute possible, c'est une des activités. Okay. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est le dos à dos. Il va y avoir 2 personnes qui vont être dos à dos. Et donc, chacun a 6 briques. Et donc, il y a une personne qui va construire. Et au fur et à mesure de sa construction, il va donner des consignes. Et donc, c'est la personne qui se trouve dos à l'autre personne qui va donc exécuter les consignes. Et si la consigne est assez précise et assez bien comprise par l'autre personne, normalement, à la fin, on doit avoir la même construction. On peut jamais aller au-delà des 6 briques? Si. Heureusement, parce que parfois les 6 briques ça suffit pas. Mais donc ça veut dire que en fait on va travailler ensemble et on va développer la coopération. C'est ça. Donc quand on va être 3, on a 18 briques, etc. Ok, super. Après en séance individuelle, on est un peu plus souple. Souvent en séance individuelle, par exemple un graphothérapeute, je propose quand même d'utiliser 2 sets Six Bricks et donc 2 sets Six Bricks aussi pour le professionnel. Comme ça, on a un peu plus de liberté. Okay. Mais en groupe, oui, tout à fait, un set par personne, ça suffit.
Ok. Alors, tu as mentionné tout à l'heure les fonctions exécutives, que les activités qu'on allait pouvoir proposer à aller jouer sur ces fonctions exécutives. Tu peux nous en dire un petit peu plus parce que on en parle beaucoup, l'importance de ces fonctions exécutives dans les apprentissages des élèves, le lien avec Six Bricks. Ouais, alors c'est pour ça que j'ai une formation générale pour découvrir un peu le concept, la diversité aussi des activités. Mais effectivement, suite à la demande de beaucoup d'enseignants, et moi je suis moi-même enseignant spécialisé de formation, donc je sais que c'est très important. Et donc j'ai créé une formation qui contient 24 activités, notamment pour travailler chaque fonction exécutive. Par exemple, l'inhibition, ce qui manque souvent dans les classes parce que les enfants sont très impulsifs. Donc, on va essayer de travailler ça pour que l'enfant va prendre un peu de recul, peut-être écouter la consigne entière, etc., pour faire l'activité. Ça peut être gestion du temps aussi. Ça peut être planification. La flexibilité mentale. Par exemple, quand on va faire une activité, par exemple, on va donner un nombre pour chaque couleur. On a 6 couleurs, donc 6 nombres. Et là, je peux par exemple dire, faites-moi un calcul qui a comme résultat 9. Et si on a par exemple un 4 et un 5, on peut faire une petite tour avec 4 et 5, mais le 5 peut être aussi en haut. Ou on peut faire, par exemple, si les nombres, il y a aussi un 3 et un 2, ce qui fait 5 plus un 4. Donc voilà, il y a plusieurs tours possibles. Et là, la flexibilité mentale, ça peut être, voilà, moi, ce que j'ai fait, c'est correct, mais il y a aussi d'autres possibilités. Ou quand on va faire une construction à 2 et on a un modèle qu'on doit suivre. Et donc, il y a 2 enfants et chaque enfant, à son tour, va mettre une brique. Ben, peut-être, moi, je vais mettre une brique dans une autre position que toi, que tu avais envisagé. Et donc, il faut que tu t'adaptes. Voilà, donc il y a plein de façons pour travailler. Et ce recueil de ressources, on le retrouve où? Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui sont dispo sur le site de Care for Education parce que c'est quand même eux qui ont créé le concept. Donc, Care for Education, ils sont basés en Afrique du Sud. Donc, leur site est en anglais. Je propose aussi des initiations gratuites en ligne pour permettre aux gens de découvrir un peu le concept, faire 5 ateliers où ils peuvent découvrir l'intérêt de faire en classe, de faire à la maison, etc. Et de voir aussi la possibilité qu'on a pour créer des variantes pour chaque activité. Donc ça aussi, c'est chouette parce que dans une classe, souvent, on a plusieurs niveaux et on peut adapter facilement. C'était un peu ma question suivante parce que tu disais tu as des ateliers d'initiation. Il faut quand même une formation spécifique si en tant qu'enseignant, on se dit tiens, c'est quelque chose qui m'intéresse et je vois voilà une manière de l'utiliser. Est-ce qu'on peut se lancer de manière un petit peu je dirais un peu voilà au talent comme diraient les élèves de manière un petit peu voilà spontanée ou est-ce que tu conseilles toi plutôt de suivre une formation pour pouvoir l'exploiter pleinement? Alors, j'ai plusieurs réponses. En fait, moi, j'ai commencé en 2017 et j'avais découvert plein d'idées de Care for Education pour utiliser les Six Weeks dans ma pratique. Quand je travaillais au CESAD, c'est une petite équipe qui intervient dans les écoles ordinaires spécialisées et des collèges ordinaires spécialisés en France, parce que j'habite en France. Du coup, j'utilisais leurs idées pour l'intégrer dans mes séances. Et quand je me suis formée en 2021, c'est là où il y a un monde qui s'est ouvert pour moi, parce que en fait, quand on a des idées, on fait que ça. Et on n'ose pas trop, ou on sait pas trop comment on peut créer de nouvelles activités ou des variantes. Et c'est là tout son intérêt. Donc, j'ai une formation que je propose soit en ligne, soit en présentiel. J'habite en France, mais je viens partout, voilà, partout où on me demande. Donc voilà. Donc, mais donc c'est une formation de base où on va apprendre le concept, plein d'activités déjà, plein de variantes, et aussi comprendre qu'on travaille telle et telle compétence pour telle et telle activité. Donc c'est une formation qui dure une journée. Et après, on peut aller plus loin. Par exemple, une formation où on va travailler où on va apprendre des activités pour les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, TSA, TDAH, troubles 10. Et j'ai une autre formation, notamment sur les fonctions exécutives. Mais ces 2 dernières formations, c'est uniquement présentiel parce qu'on va beaucoup travailler en groupe. Ok, super. Donc
j'entends quand même, quelqu'un de créatif va pouvoir proposer des choses, mais la formation va amener quand même beaucoup plus loin dans la maîtrise et dans tout ce qu'il est possible de faire. Alors, tu l'as mentionné, mais ma question suivante, c'était plus liée à ces enfants en difficulté d'apprentissage. Est-ce que selon toi, Six Bricks, c'est un concept qui peut vraiment les aider? Parce que c'est vrai que nos classes aujourd'hui, en tout cas, elles sont quand même très hétérogènes. On a quand même beaucoup d'enfants qui sont porteurs de troubles d'apprentissage. Et de se dire, est-ce que c'est un concept, j'imagine que ça correspond à tout le monde, mais est-ce que c'est une aide supplémentaire encore pour l'enfant? Tout à fait, parce que moi, vous m'entendez mon accent, enfin, je suis flamande, donc j'ai d'abord travaillé 15 ans dans une école spécialisée en Flandre. Malheureusement, je connaissais pas encore le concept. J'utilisais beaucoup les Lego en classe, et ça permettait aussi des enfants avec des gros blocages de se mettre dans le bain pour apprendre, d'accepter et d'apprendre, parce que c'est tellement par le jeu que ça se passe qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont en train d'apprendre. Et le concept Six Bricks, par exemple pour les enfants autistes, c'est sécurisé parce qu'on a toujours le même matériel et ça c'est sécurisant pour eux. Okay. Et en général, ils adorent les Lego. Okay. Pour un enfant TDAH ou sans hyperactivité, il y a beaucoup d'activités courtes, mais qui demandent quand même beaucoup d'attention, de mémoire, etc. Et donc, ils vont apprendre petit à petit aussi d'inhibition et tout ça. Donc, ça peut être des activités soit qu'on utilise pendant nos cours, soit juste pour faire une transition. Et parce que l'attention n'est plus trop là, donc on coupe un tout petit peu, on fait quelque chose de ludique, mais qui apporte quand même plein de choses, quoi. Et je fais un peu l'avocat du diable, mais je me dis, en maternelle, en primaire, oui. En secondaire, ça s'utilise aussi? Oui, tout à fait. Par contre, parce que dans tout ce que tu as expliqué, au final, les élèves du secondaire sont tout autant concernés que ceux du primaire ou du maternelle. Mais c'est vrai que parfois, je trouve qu'on se dit, tiens, ça a plus sa place en maternelle, en primaire, parce que il y a tellement de matériel formidable. Je trouve que quand on voit les classes de maternelle, de primaire, en secondaire, ça devient un peu trop sérieux. Mais on peut continuer. C'est plus difficile de convaincre les profs, mais c'est tout à fait faisable. Oui, comme tu dis, en fait, le problème, c'est convaincre les profs que ça a sa place. Les ados, ils seront partants. Oui, c'est tout à fait. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller régulièrement dans les écoles secondaires en France, et où en fait, j'ai travaillé avec un enfant en individuel. Et quand on a créé plusieurs activités, c'est là où l'enfant se mettait devant sa classe. On donnait des briques à ses camarades de classe et l'enfant était maître ou maîtresse et proposait des activités. Et donc, ça avait tout à fait sa place. Et donc, il y a des profs ensuite qui ont dit « c'est pas mal, j'aimerais bien me former » et ils l'utilisent en classe. Mais c'est ça, en fait. Ouais. Oui, c'est ça qui est plus compliqué. Mais je pense aussi, après, voilà, moi j'étais prof en secondaire, c'est vrai qu'on a moins d'espace parce qu'un prof de primaire, il va pouvoir, il gère l'ensemble de ses cours et donc il va pouvoir aller placer ce type d'activité. Parfois, c'est difficile, j'ai 2 heures de cours. Les 2 heures, elles sont tellement importantes avec la quantité des programmes, etc. Oui. C'est pas évident, mais c'est chouette d'entendre que on peut l'intégrer vraiment dans les apprentissages. C'est pas s'arrêter de travailler les apprentissages, c'est intégrer un autre outil pour que l'apprentissage se facilite et soit peut-être plus ludique et plus motivant, quoi. Ouais. Par contre, j'avoue quand même que c'était plus orienté vers l'école primaire et école maternelle. Donc, il existe énormément d'activités pour ce tranche d'âge et un peu moins pour l'école secondaire. Okay. Mais j'y travaille pour justement montrer qu'on peut effectivement l'utiliser aussi en école secondaire et vraiment régulièrement en classe, quoi. Super. Alors, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut utiliser Six Bricks à la maison? Parce que tu disais c'est pas destiné uniquement aux enseignants. Alors, tu as parlé des psychologues, etc. Mais il y a la possibilité d'utiliser ça à la maison. Tout à fait. Soit parce qu'on fait l'instruction à la maison, soit parce que, par exemple, pour travailler avec toute la fratrie, après avoir fait les devoirs, par exemple. L'avantage de Six Bricks, c'est qu'on a très peu de briques. On va pouvoir travailler ensemble. Et même si on a un petit frère de 3 ans et une sœur qui a 9 ans, on peut faire les mêmes activités, mais on va jouer un peu sur les variantes. Ce qui fait que c'est stimulant pour chaque enfant. Et pour les parents qui n'ont pas les moyens pour se former, parce que il y a ça aussi. La formation de base, j'essaie quand même d'être assez raisonnable pour que ce soit accessible à tout le monde. Mais je propose aussi une initiation gratuite en ligne, en général 2 fois par mois, toujours le soir.
Et comme ça, j'explique le concept. On fait 5 ateliers où on explique aussi ce qu'on travaille, les variantes qu'on peut proposer, et comme ça, les parents comprennent un peu mieux le concept. Et je vends aussi le livre Six Bricks que j'ai traduit. Donc, c'est les 300 premières activités de Care for Education que j'ai traduit. Et donc, là aussi, c'est... J'allais juste rebondir sur ce que tu disais, me dire un parent qui se dit, mais moi, malheureusement, je peux même pas accéder aux ateliers le soir. Voilà, on a nos vies qui sont toujours un peu folles. Et donc, c'est chouette de savoir qu'il y a une ressource où en fait je peux aller trouver des activités. C'est ça. Et ça, pour obtenir ce petit livret que tu as traduit, donc ça c'est te contacter toi en direct alors. Je les vends en ligne, mais en ce moment c'est en rupture de stock, donc ça va être de nouveau disponible à partir de janvier ou février, je pense. Ok, super, mais c'est bon à savoir parce que c'est une chouette ressource pour les parents. Oui, c'est ça, c'est ça. Travailler un parce peu. Que le livre a eu un peu de succès. Ok, bah c'est une bonne nouvelle ça. Ah oui. Dernière petite question, j'aime bien toujours terminer par ça, mais si tu avais un enseignant, un parent devant toi qui nous écoute, qui veut se lancer, c'est quoi la première étape, la première chose que tu lui dirais, ça c'est mon conseil, si vous voulez vous lancer sur Six Bricks, premier geste que vous faites, c'est ça? Déjà se procurer quelques briques Duplo, idéalement dans les bonnes couleurs de Six Bricks, parce que quand on va faire ça avec les enfants et on va utiliser par exemple le livre ou autre, on va souvent se servir de ces couleurs-là pour les consignes. Mais donc ça c'est vrai, excuse-moi je t'interromps, mais du coup il faut acheter vraiment des spécifiques parce que moi par exemple j'ai une énorme pièce de Duplo à la maison, mais je peux prendre alors, je dois juste bien connaître, identifier les bonnes couleurs, c'est ça? Si on veut ensuite utiliser les activités qui sont par exemple dans le livre ou qui sont dans mes formations ou autres, là on part sur le jaune, le orange, le rouge, donc 3 couleurs chaudes, le vert, le bleu clair et le bleu foncé, 3 couleurs froides. Et donc, mais si on a d'autres couleurs, c'est pas très grave. Voilà, c'est juste si on veut vraiment suivre les activités ensuite, il faut tout adapter. Donc, tant commencer avec les bonnes couleurs. Donc, ton conseil, ce serait de dire ayez des blocs déjà Duplo à la maison. On les trouve. L'orange et bleu clair, c'est un peu plus dur à trouver, mais on les trouve. Et sinon, je les vends en ligne aussi. Donc, ok. Super. Alors, toutes les informations, tout le matériel, tout ça donc sur le site. Oui. Rappelle-nous peut-être le site internet. Alors, www.sixbricks.fr. Ok. Et il y a bientôt aussi .be, mais ça va être que en flamand, en néerlandais. En néerlandais. Oui. Ok, ça va. Super. Eh bien, parfait. Un tout grand merci à toi, Ilse, d'avoir répondu à toutes les questions. Merci de m'avoir demandé de faire le podcast. Avec plaisir. Au revoir. À bientôt. Ce podcast a été enregistré en collaboration avec les éditions Plantin.